Je vous demande maintenant d'accueillir chaleureusement celle que vous attendez tous, Madame Valérie Pécresse. Mes chers amis, permettez-moi d'abord de saluer le maire de Mennecy, Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui nous accueille, ainsi que tous les élus de l'Essonne, son président, François Durovray, les parlementaires et le président de l'Association des maires d'Île-de-France, Stéphane Baudet. Je salue les dizaines de parlementaires venus de toute la France, les sénateurs qui sont présents malgré leur campagne, ceux qui sont excusés à cause de leur campagne, et évidemment, mes deux amis, mes deux collègues présidents de région, Hervé Morin et Jean Rotner, qui nous font l'honneur et le bonheur de leur présence aujourd'hui. Je salue tous les maires, tous les élus, vous tous rassemblés, que je ne pourrai malheureusement ni embrasser, ni serrer dans mes bras, geste barrière oblige, et vous le savez, la politique, c'est difficile sans les mains. Je crois qu'il n'y a que le vélo qui est plus difficile sans les mains que la politique, mais bon, voilà. On fait avec les coudes maintenant, voilà. On se serre les coudes. Je voudrais remercier chaleureusement Jean-Didier Berger, délégué général de Libre. Je voudrais remercier aussi Patrick Caram, et tous ceux qui, tout l'été, ont organisé cette belle journée, ainsi que tous les représentants de la société civile qui ont animé nos deux tables rondes sur la crise économique et sur les territoires perdus de la République. Et je voudrais que vous applaudissiez vraiment toute l'équipe technique, toute l'équipe de Mennecy, toute l'équipe de Libre. C'est vraiment un bonheur de vous retrouver aussi nombreux, malgré la pandémie de Covid, malgré la distance, malgré la distanciation physique aussi, et malgré la menace de pluie. Alors vous savez, Jacques Chirac aimait citer un proverbe japonais. C'est un proverbe qui dit « Les vrais amis viennent quand il pleut ». Alors, comme vous avez bravé la menace de pluie, que vous êtes venu sans savoir que Jean-Philippe Dugoin faisait la pluie et le beau temps à Mennecy, eh bien, je voulais vous dire que c'est un bonheur d'avoir tant de vrais amis. Merci à tous d'être avec nous. Notre amitié, elle s'est scellée dans l'amour de la France. Et plus que jamais, nous allons devoir nous mobiliser pour notre pays. L'heure est grave. Depuis plusieurs années, nous vivons au rythme des crises. Vous les connaissez. Elles ont affaibli et fracturé la nation. Je pense au terrorisme islamiste. Je pense à la souffrance sociale des Gilets jaunes. Je pense aussi à l'ultraviolence de tous ceux qui veulent détruire la République. Et ces derniers mois est venue s'ajouter une menace aussi brutale qu'imprévue. La menace sanitaire, avec ses tragiques conséquences humaines et sociales. Tu en as parlé, Jean. Face à la situation, certains pourraient baisser les bras, pas nous. Certains pourraient perdre confiance en la France, pas nous. Nous ne sommes pas déclinistes. Nous ne le serons jamais, parce que nous sommes libres. Nous croyons au sursaut. Nous croyons à la relève. Comme Churchill, nous savons que c'est dans la nuit que les étoiles brillent. C'est dans la nuit que les étoiles brillent. C'est au moment les plus sombres que renaît l'espoir. Et la relève, elle est ici, elle est à Mennecy. La relève, c'est vous. La relève, ce sont des Français engagés, prêts à se retrousser les manches, prêts à relever notre économie, prêts à relever la République, prêts à relever la France.
Et pour relever la France, je vous propose, 80 ans après l'appel du 18 juin 1940, de revenir aux sources du gaullisme. Vous le savez, je suis une petite fille de résistant. La résistance, nous l'avons dans nos gènes de Français. Alors le gaullisme pour nous, c'est une boussole. Ce n'est pas une captation d'héritage opportuniste comme pour d'autres. Le gaullisme, c'est faire le choix de la grandeur. Le gaullisme, c'est faire le choix de l'indépendance. Le gaullisme, c'est faire le choix du rassemblement le plus large possible. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir ici à Mennecy des représentants de la droite, des représentants du centre, des représentants de la société civile, peut-être même des représentants de la gauche républicaine. Parce que nous devons nous rassembler. Car oui, mes amis, l'heure est grave. Notre République est aujourd'hui menacée. Elle est menacée dans sa souveraineté économique, elle est menacée dans son autorité et elle est menacée dans sa cohésion. Et notre ardente obligation, c'est de la relever. Vous le savez, des pans entiers de notre économie sont à terre. Même les secteurs traditionnellement les plus dynamiques, comme l'aéronautique ou le tourisme, sont violemment touchés et suppriment des milliers d'emplois. À tous ceux qui prônent depuis des années l'utopie dangereuse de la décroissance, eh bien la voilà, la décroissance. Elle est là, sous nos yeux, depuis 6 mois. Voilà la décroissance. Et on en voit les ravages. Est-ce cela que nous voulons pour notre pays ? Airbus, Air France, Nokia, Safran, plus de 300 plans sociaux ont été annoncés depuis le mois de mars. Alors je pourrais aligner des chiffres, mais je préfère vous dessiner un visage. Le visage de cet ouvrier, les traits marqués par la colère et l'angoisse du lendemain, parce que l'usine qui a été toute sa vie va arrêter sa production. Cet homme, il travaille dans l'usine Renault de Flins, Madame la présidente de la Commission des affaires économiques. Il travaille dans l'usine Renault de Flins, l'usine qui produit la Zoé, la voiture électrique la plus vendue en Europe, une vraie success story française. Et pourtant, Renault a décidé d'arrêter. Arrêter de construire des automobiles dans la première région automobile de France. Alors cet ouvrier, il m'a dit une chose simple, une chose qui doit nous faire réfléchir. Il m'a dit, à quoi sert que l'État soit actionnaire de Renault si c'est pour nous laisser tomber? À quoi sert que l'État ait 26% des droits de vote chez Renault si c'est pour nous laisser tomber? Alors aujourd'hui, ce sont les usines qui ferment, et avec elles leur savoir-faire et leur tissu de PME. Et demain, ce seront les centres de recherche, les centres de décision. Que nous restera-t-il à la fin? Il y a quelques années, la pensée dominante vantait une France sans usine. Quelle magistrale erreur! On voit aujourd'hui qu'une France sans usine, c'est une France du chômage de masse. C'est une France de l'abandon des quartiers populaires et des territoires ruraux. En un mot, une France sans usine, c'est la France du déclin. Alors je refuse, nous refusons que la pandémie Covid soit le prétexte d'une nouvelle vague de désindustrialisation qui laisserait notre pays devenir une simple terre de consommation de produits américains, chinois, allemands, et non plus une terre de production et d'innovation. L'État doit se ressaisir, réenraciner Renault en terre de France. Je le mets au défi. Le symbole est fort. Le véhicule du futur, propre, écologique, il doit s'inventer et se construire chez nous. La souveraineté économique et financière, le produire en France, c'est la clé des emplois de demain. Pour relocaliser nos entreprises, il faut mettre fin à une fiscalité absurde qui les plombe face à leurs concurrentes étrangères. Et je me félicite que le gouvernement
se décide enfin à reprendre une proposition de libre en baissant les impôts de production. Pour relever notre économie, il faut aussi assumer de faire des choix, quitte à déplaire à certains. Il faut passer du « en même temps » qui paralyse l'action à des décisions courageuses. Oui, mes amis, il faudra travailler plus longtemps. Oui, il faudra réduire le temps perdu par l'excès de bureaucratie. Oui, il faudra décentraliser pour arrêter les doublons, les gaspillages et la dépense publique inutile, et pour régénérer les services publics. Ayons le courage de dire qu'un pays qui engloutit plus de la moitié de sa richesse dans l'impôt, la moitié de notre richesse en impôts, sans parvenir à bien former ses enfants, à assurer la sécurité au quotidien et, chers gens, à rénover ses hôpitaux, est un pays qui ne va pas bien. Alors ces dernières semaines, vous avez vu, c'est le concours Lépine pour justifier de toujours dépenser plus. Mais à la fin, tous les Français le savent, vous le savez tous, la facture tombe. Les dépenses font les impôts. Alors attention, je vous mets en garde. En héritage de la crise Covid, la dette perpétuelle ne doit pas se transformer en hausse d'impôts à perpétuité. Dépenser, c'est pas forcément relancer. Il y a la bonne et la mauvaise dépense. Mais vous le savez, ce sujet en France, il est tabou. Alors, la différence entre un homme politique et un homme d'État, peut-être devrais-je dire une femme d'État, c'est que le premier regarde la prochaine élection et la seconde regarde la prochaine génération. Arroser des administrations multiples au prix de taxes multiples, c'est creuser les fractures sociales de demain. Investir dans les secteurs stratégiques, en revanche, c'est créer les emplois de demain. Nous, en Île-de-France, les mauvaises dépenses, on les a supprimées. C'est bien la preuve que c'est possible. On nous avait promis l'esprit d'entreprise au pouvoir. Et en réalité, qu'est-ce qu'on constate ? Les vieux réflexes soviétiques ont la vie dure. Réquisition des masques, contrôle administratif, centralisme démocratique. Pendant le confinement, ce que l'État ne savait pas faire partout, il a préféré ne le faire nulle part. Je le dis, il faut sortir de cette uniformité qui conduit à toutes les absurdités et à toutes les injustices. Il faut faire confiance aux collectivités, à leurs élus, qui ont montré pendant la crise, quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique, qu'ils étaient l'énergie vitale de notre démocratie. Gérard Larcher l'a dit. Il faut faire confiance aux acteurs économiques et sociaux et aux Français tout simplement. Ces femmes, ces hommes qui spontanément ont apporté leur repas à des voisins âgés ou malades. Ces PME, ces agriculteurs qui spontanément ont fait don de leur production à tous ceux qui étaient en première ligne. Ce sont ces liens d'affection, ces solidarités de proximité que certains croyaient inutiles ou datées, qui nous ont fait tenir au plus fort de l'épidémie. Alors cette solidarité, elle me touche, elle nous touche. C'est cette solidarité qui nous donne foi dans le peuple français. Alors oui, mes chers amis, l'État doit lâcher prise pour se concentrer sur ses vraies missions, le régalien, l'ordre, la sécurité, la justice. Enfin, le régalien. Il serait temps, me direz-vous. Aux collectivités et aux acteurs de la société civile, il peut laisser le reste, tout le reste. C'est comme ça que l'État retrouvera son autorité, c'est en exerçant bien ses missions.
Personne au monde ne pense qu'Angela Merkel est faible parce que les Länder allemands sont forts, ni que l'État fédéral américain est corseté parce que les gouverneurs sont puissants. Voilà, c'est un autre modèle qu'il faut construire. Et il est évident que nous ne relèverons pas notre économie si nous ne prenons pas aussi résolument le virage de la transition écologique. L'an dernier, je citais en ouverture de notre rendez-vous de Brive le discours prémonitoire de Jacques Chirac à Johannesburg. Vous le savez, vous le connaissez, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. L'urgence écologique, pour nous, c'est un engagement constant. Il y a 10 ans, quand j'étais ministre de la Recherche, c'est moi qui ai fait trancher par l'Académie des sciences l'existence du réchauffement climatique contre Claude Allègre, qui prétendait qu'il n'existait pas. Mais notre écologie, elle est positive. Elle s'oppose à l'idéo-écologie. Elle défend la croissance sobre, mais elle refuse la décroissance. Alors moi, je vous le dis, à Libre, nous avons un vrai travail. Nous ne pouvons pas laisser les Verts diaboliser le progrès et nous plonger dans un nouvel obscurantisme. Je vais vous donner des exemples. Nous, les Verts, ils ont co-dirigé la région Île-de-France pendant 17 ans. Donc on peut en parler en connaissance de cause. Ça fait 5 ans qu'on essaye de réparer les dégâts. Les Verts, à la région, ils ont interdit la climatisation dans les bus. Ils ont interdit le Wi-Fi dans les lycées et ils veulent interdire la voiture individuelle. Voilà le bilan écologique des Verts en Île-de-France. Ils refusent les vaccins, alors que tous les Français attendent celui contre le Covid. Mais refuser les vaccins, refuser la 5G, refuser l'automobile ou l'avion du futur, c'est détruire nos filières industrielles. On peut vouloir interdire toute innovation, mais si nous n'avons aucune technologie nouvelle à proposer, pour la France et pour l'Europe, nous finirons à genoux. Alors oui, je suis résolument pour une écologie qui protège, qui innove, qui transfigure notre avenir. Mais je m'élève et je m'élèverai toujours contre une écologie punitive, au nom de laquelle on crée des impôts, des taxes, toujours plus de taxes, d'interdictions, et au nom de laquelle on détruit des emplois. Sachons au contraire récompenser les comportements vertueux. C'est pour ça que Libre propose, à côté du principe pollueur-payeur, principe de responsabilité, d'instaurer à l'inverse le principe du dépollueur rémunéré pour inciter au bon comportement. Bon. Quand les Verts, ces derniers mois, s'allient à la France insoumise, finalement les masques tombent. C'est la coalition de l'ultra-gauche. Vous l'avez bien vu cet été. Ça n'a plus rien à voir avec la sauvegarde de la planète ni avec le développement humain. Ils sont les enfants de la lutte des classes. Mais l'illusion communiste ayant échoué partout dans le monde, ils veulent maintenant réduire chaque homme, chaque femme à sa religion, à son orientation sexuelle ou à la couleur de sa peau. Au fond, c'est toujours le même réflexe. Fracturer la société, nier la liberté et la responsabilité individuelle, et surtout mettre chacun dans une case dont il ne pourrait jamais sortir. Ils sont aussi les enfants des ultras de mai 68, selon lesquels toute institution est bonne à dynamiter, toute autorité est bonne à saper, y compris par la violence. Voilà le vrai visage de l'Alliance Verts Insoumis. Voilà le vrai visage de l'ultra-gauche. Ceux-là ont trahi la gauche républicaine. Nous, jamais nous ne trahirons la République parce que jamais nous ne pactiserons avec les extrêmes. La République, nous la chérissons.
Nous la chérissons parce que détruire le bouclier républicain, ce serait priver de toute défense les plus fragiles d'entre nous. La République protège. Elle protège chacun de ses enfants. Alors oui, mes chers amis, l'autre défi majeur qui est devant nous, c'est de relever la République. Je pourrais, là encore, vous assommer de statistiques, mais je préfère à nouveau vous raconter une histoire. Cette histoire, elle s'est passée tout près d'ici. Cette histoire, c'est celle d'un sapeur-pompier d'Étampes. Le 14 juillet, on lui a délibérément tiré dessus avec une arme à feu en le blessant à la jambe, alors qu'il était en train d'éteindre un incendie de voiture. Il faut écouter ce qu'il m'a dit, les yeux dans les yeux, quand nous sommes allés à sa rencontre. Depuis des années, on nous insulte, on nous caillasse, et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Ensuite, il y a eu les tirs de mortier, et maintenant, on nous tire dessus. C'est l'escalade de la violence, ça ne peut plus durer. Voilà où nous en sommes. Faute d'autorité, ceux qui ont fait le choix de consacrer leur vie à nous protéger sont désormais les cibles désarmées, c'est des pompiers, les cibles désarmées de tirs à balles réelles. Et comme un symbole, bien triste symbole, cette attaque abjecte a eu lieu le jour de notre fête nationale. Alors des drames comme celui-ci, il y en a malheureusement eu beaucoup d'autres. Vous avez comme moi suivi l'actualité. L'été 2020 a été meurtrier. Et même un centriste comme Hervé Morin vous le dit. Alors c'est en pensant à ce soldat du feu, aux conducteurs de bus, aux policiers, aux maires, aux médecins et à tant d'autres encore, victimes de crimes odieux, victimes d'agressions odieuses, que je réclame un électrochoc d'autorité. Oui, face à ces nouveaux barbares pour qui le passage à tabac et l'usage des armes sont devenus des modes d'expression comme les autres, il faut arrêter de parler et il faut agir enfin. Alors, mes chers amis, pour relever la République, tout commence par l'éducation, tout commence par l'école. Jules Ferry avait voulu une école laïque, gratuite et obligatoire pour assurer l'égalité et la promotion de tous les enfants de France. Je ne connais rien personnellement de plus émouvant que ces cérémonies de remise de diplômes avec de jeunes boursiers pour qui l'aide de la nation a été le passeport vers un nouveau destin. La joie sur leur visage, l'immense fierté de leurs parents, c'est notre plus belle conquête républicaine. Et pourtant, là aussi, là surtout, l'État a reculé. De l'école obligatoire, on est passé à l'école à la carte. Il y a d'abord tous ceux qui décrochent et que l'éducation nationale ne réintègre pas au système scolaire. Il y a ensuite les absents post-Covid, qui n'ont plus fait signe à leurs professeurs depuis le confinement. Et il y a enfin, et c'est le plus alarmant, ces parents qui délibérément refusent l'école républicaine. Rien qu'en Île-de-France, des milliers d'enfants ont disparu des radars. Leurs familles les confient à des associations qui ne les éduquent pas selon les valeurs de la République, mais selon celles de leur pays d'origine, ou pire, selon celles d'un islam radical. Alors je le dis, la République s'est enracinée grâce à l'école. L'éducation hors contrôle, c'est l'éducation de toutes les dérives, c'est la fin de l'école, c'est la fin de la République, et ça, c'est hors de question. Notre école doit aussi redevenir un sanctuaire. Il n'est plus tolérable qu'à l'école, les jeunes soient confrontés à autant de violence. Vous connaissez bien cette réalité. Les rivalités de bandes, les intrusions, les agressions de professeurs. Lorsque nous avons créé
les brigades de sécurité régionale dans les lycées d'Île-de-France. On m'a dit, c'est pas le rôle de la région, on n'en a pas besoin. Enfin, c'est surtout la gauche qui a dit on n'en a pas besoin. 18 mois plus tard, les proviseurs d'Île-de-France les ont appelés pour plus de 250 interventions pour rétablir la tranquillité dans les lycées franciliens. 250 interventions. Et on me disait que ça servait à rien. Alors faire de l'école un sanctuaire, Hervé Morin l'a dit, c'est aussi ne pas avoir peur de dire qu'il faut rétablir des sanctions. Mais des sanctions adaptées, qui remettent les jeunes dans le droit chemin au lieu de les renvoyer dans les bras des caïds. Alors, je le dis, arrêtons les exclusions scolaires sans alternative, qui font que les jeunes tiennent les murs dans les cités. Arrêtons aussi les prisons qui mélangent les détenus mineurs avec des voyous chevronnés. Les prisons qui deviennent l'école du crime. C'est ça que nous voulons dans la République française? Alors je demande la mise en place de vrais travaux d'intérêt général. Je demande aussi des établissements de réinsertion scolaire obligatoires pour les élèves exclus et des centres éducatifs fermés pour les cas les plus graves. Oui, relever la République, c'est restaurer l'autorité de la loi. Ça a l'air la base, mais ce n'est pas si simple. Alors il nous faut restaurer l'autorité de la loi pour ne pas voir se multiplier ces scènes hallucinantes où des habitants n'ont d'autre choix que de pactiser avec les trafiquants de drogue en leur laissant faire leur business pour acheter un minimum de tranquillité. Non, je n'évoque pas le quotidien d'un cartel de la drogue en Amérique du Sud dans les années 90. Je vous parle d'une scène qui vient d'avoir lieu à 5 km du Palais de l'Élysée, dans la cité Charles Schmitt à Saint-Ouen. Mais il n'y a pas que Saint-Ouen. À Dijon, les Tchétchènes règlent leurs comptes. Et à Grenoble, les dealers paradent avec des fusils d'assaut. Comme le disait notre ami Philippe Séguin, le métier de ministre de l'Intérieur, ce n'est pas d'interpeller la société, c'est d'interpeller les délinquants. Jusqu'où ira la démission des autorités? Jusqu'où ira l'abandon de la République? Alors, moi, vous me trouverez toujours du côté de l'ordre, parce que l'ordre protège les plus fragiles de la loi du plus fort. C'est pour cela que mon soutien aux forces de l'ordre, je ne le conditionne pas. Il est entier. Il peut y avoir des fautes individuelles, ça arrive dans chaque métier. Mais je le dis tout net, l'expression violence policière est un piège. C'est un piège parce qu'elle sous-entend que la police française en tant qu'institution est violente. Nous ne sommes pas aux États-Unis ici. Nos policiers obéissent à des règles très strictes. Violence policière, c'est un piège tendu par l'ultra-gauche pour dresser les Français contre les forces de l'ordre et affaiblir la République. Les policiers et les gendarmes qui vont jusqu'au sacrifice de leur vie pour nous protéger méritent tout le respect de la nation. En un an, 13 policiers et gendarmes sont morts en opération. Mais ça, on n'en parle jamais. Alors moi, je vous propose de les applaudir.
Pour relever la République, il est urgent de restaurer la justice. Chers amis, disons les choses clairement. Faire acquitter les prévenus, c'est ce qu'on attend d'un avocat, d'un bon avocat. Faire acquitter les prévenus, c'est ce qu'on attend d'un bon avocat, mais mettre hors d'état de nuire les coupables, c'est ce qu'on attend d'un bon ministre de la Justice. Or, depuis François Hollande, rien n'a changé. Où sont les nouvelles places de prison qu'on nous promet depuis des années ? Chaque année, 60 000 peines ne sont pas exécutées. C'est un scandale républicain. La peur doit changer de camp. Face aux nouveaux barbares, j'appelle à l'impunité zéro. J'appelle à confisquer les motos des rodéos sauvages, sans s'embarrasser de savoir qui est leur propriétaire. J'appelle à utiliser le bracelet électronique pour éloigner les caïds des quartiers et les retenir dans des centres de détention à moindre coût qu'on pourrait ouvrir sans délai. J'appelle à interdire les réseaux de transport aux multirécidivistes, les pickpockets, les harceleurs, les dealers. J'appelle à trouver des accords de retour avec les pays d'origine des mineurs isolés étrangers, aujourd'hui esclaves de réseaux mafieux qui cambriolent et qui dealent en toute impunité. J'appelle à opérer des retenues de salaire et des retenues sur prestations sociales, à saisir directement le cash que les délinquants portent sur eux pour obtenir le paiement des amendes qui ne sont jamais payées. J'appelle à construire des prisons différenciées selon la gravité des crimes pour séparer les primo-délinquants des criminels endurcis et des djihadistes prosélytes. Mes amis, une justice efficace, c'est une justice qui n'a pas la main qui tremble. C'est une justice qui sait sanctionner rapidement, efficacement, et je pèse mes mots, là où ça emmerde, les voyous. Mes chers amis, pour relever la République, ne transigeons plus sur la laïcité. La laïcité à la française, au fond, c'est quoi? C'est quelque chose de très singulier. La laïcité à la française, ce n'est pas la négation des religions. La laïcité à la française, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais surtout, il faut avoir le courage de le dire. La laïcité française, c'est la loi au-dessus de la foi. La loi de la République au-dessus de la foi religieuse. Alors, ce qui a été demandé à nos compatriotes chrétiens et juifs depuis 2 siècles, c'est-à-dire inscrire leurs pratiques religieuses dans les lois de la République, nous devons le demander aujourd'hui à nos compatriotes musulmans. Même droit, même devoir. À la région, nous avons édicté une charte de la laïcité qui interdit de financer quiconque ne la respecte pas. Cette charte, la gauche régionale la combat depuis le jour de sa signature. Figurez-vous, elle l'a même attaquée en justice sans succès. Alors vous le voyez bien, une partie de la gauche française est à la dérive. Une partie de la gauche française a oublié la République, elle a oublié Jaurès. Alors, j'interpelle le gouvernement. Il nous annonce depuis des mois une loi sur la laïcité qui ne vient toujours pas. Est-il enfin prêt à faire comme nous et à ne plus financer les structures qui font du prosélytisme religieux ? Est-il prêt à interdire le financement étranger opaque des cultes? Est-il prêt à imposer le prêche en français et à fermer sans délai les mosquées qui prêchent la haine ou des valeurs contraires à la République? Est-il prêt à interdire aux personnes fichées S
d'occuper des fonctions d'enseignant ou d'éducateur sportif. Faire l'autruche aujourd'hui sur ces sujets, ça n'est plus tolérable. Rendez-vous compte des fichiers S devant nos enfants? Et il est tout aussi intolérable que les maires n'aient toujours pas la liste des fichiers S présents sur leur commune. Ils l'ont demandé, on leur a promis, ils ne l'ont toujours pas. On nous parle de séparatisme. On nous parle de séparatisme. Mais le gouvernement va-t-il enfin lutter contre toutes les stratégies d'entrisme? D'entrisme dans les conseils municipaux, d'entrisme dans les services publics. Avec Libre, nous avons une proposition. Nous demandons que chaque fonctionnaire, chaque conseiller municipal, chaque élu de la République prête serment de reconnaître la primauté de la loi de la République sur toutes les autres. Georges Clemenceau nous avait prévenus. Georges Clemenceau disait « En politique, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Et quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. » Alors oui, la laïcité, ce sont des actes. Car derrière les principes, il y a l'ombre du terrorisme islamiste toujours bien présente, comme nous l'a tragiquement rappelé l'assassinat de nos jeunes compatriotes humanitaires au Niger. Les djihadistes profitent de la crise sanitaire qui en ce moment détourne notre regard pour en sous-main se réarmer afin de nous frapper à nouveau à l'avenir. Ne baissons pas la garde. Des djihadistes toujours dangereux vont sortir de prison. Que fait-on pour les empêcher de perpétrer de nouveaux crimes? Il faut au plus vite leur appliquer des peines de sûreté comme Nicolas Sarkozy l'avait fait pour les prédateurs sexuels. Oui, la laïcité, ce sont des actes. Parce que derrière la laïcité, il y a un principe républicain qui, vous le comprendrez, me tient particulièrement à cœur. C'est le principe de l'égalité femmes-hommes. Et nous n'accepterons jamais qu'il soit bafoué. Alors le gouvernement saura-t-il protéger les femmes et leur assurer une pleine émancipation? Pour l'instant, je ne vois qu'une chose. C'est que dans les allées du pouvoir, le sort des femmes se règle avant tout autour d'une discussion bien virile d'homme à homme. Pardon, messieurs. Alors je le dis à toutes les femmes, il faut continuer à se battre. Je le dis aussi à tous les hommes, battez-vous avec nous. Mais je dis aussi que je n'accepterai pas les indignations à géométrie variable. Être féministe, ça n'est pas accepter le port du burkini à la piscine au nom du droit à la différence. Être féministe, ça n'est pas s'opposer à l'interdiction de la burqa au nom de la liberté. Féministe, il faut l'être jusqu'au bout et partout, surtout là où les femmes sont les plus vulnérables. Mes chers amis, ce que l'ultra-gauche cherche à détruire, ce que le gouvernement peine à défendre, la police, la justice, l'école, la laïcité, la cohésion nationale, c'est ce que je veux absolument préserver. Nos institutions, notre culture, notre nation indivisible, en un mot, les piliers de notre République. La situation est explosive et certains sont déjà là pour souffler sur les braises. Ne soyons pas dupes. Derrière ceux qui veulent déboulonner nos statuts, il y a des forces politiques qui sont à l'œuvre pour dénigrer notre histoire et ainsi fracturer notre ciment national. Osons le dire, disons-le fort. Non, le racisme d'État n'existe pas en France. Et oui, la guerre des races est un poison violent pour un pays comme le nôtre, un pays ouvert à tous les peuples déshérités qui nous ont choisis, qui ont choisi la France. Tous ces peuples que nous avons accueillis, tous ces Français de tous les horizons. Alors non,
Nous ne déboulonnerons pas nos statues, et certainement pas celle du général de Gaulle, qui a eu le courage de mettre fin à la colonisation, ni celle de Victor Schœlcher, qui a eu le courage de mettre fin à l'esclavage. Car oui, nous sommes fiers de notre histoire. Nous sommes patriotes, nous savons que notre histoire comporte bien plus de pages lumineuses que de pages sombres. Et c'est cette France accueillante, fière, qui défend l'esprit des Lumières partout dans le monde à laquelle nous croyons. Cette France, elle protège le Mali, elle soutient le Liban ou l'Afrique. Cette France, elle est riche de ses outre-mer sur tous les continents. Cette France, elle a une ambition européenne. Cette France, elle abrite et elle élève toutes celles et tous ceux qui partagent ses valeurs. Cette France, c'est un choix, cette France, c'est un idéal. Oui, mes amis, c'est cette France que chacun d'entre vous incarne ici, à Mennecy, dans toute sa richesse et sa diversité. Et c'est cette France que nous voulons relever. Mes chers amis, tant de fois la France émerveilla le monde, tant de fois sa liberté indomptée brilla comme une flamme, tant de fois victorieuse, alors parfois vaincue, parfois à terre, et pourtant se redressant, toujours renaissante. Je crois en la France. J'y crois du plus profond de mon âme de Française. Et aucun obstacle, aucun coup dur ne m'apparaît irrémédiable. La France est faite pour la grandeur, et je la crois aussi faite pour le bonheur de vivre. Alors certes, la grandeur, c'est un combat, mais sommes-nous à ce point désenchantés, démoralisés pour ne pas hisser la France vers le meilleur d'elle-même? Non, je ne le crois pas. Car il existe en chacun d'entre nous une étincelle qui ne demande qu'à briller. Il existe dans les profondeurs de notre pays tous les ressorts du sursaut, le courage, l'inventivité, l'amitié et la fierté d'être français. Je n'accepte pas, je ne tolère plus tous ces actes qui déchirent la République. Française je suis. Français nous sommes et nous resterons, quelles que soient nos croyances, nos origines, car la France ne demande qu'une chose, mais une chose essentielle, qu'on la respecte et qu'on l'aime. J'aspire et je veux une France unie qui ne se déchire plus. J'aspire à une France qui rassemble ses différences dans le vaste drapeau tricolore. Et pour cela, il faut que ce drapeau soit fermement tenu. Ces rêves, ces ambitions, nous les portons ensemble depuis plusieurs années. Alors, pour mon pays, je ressens le devoir de parler plus fort encore. Le devoir de me battre contre les défaitistes. Je ressens comme jamais l'impérieuse nécessité de construire avec vous un avenir qui n'est pas écrit d'avance. Le temps est peut-être venu de faire entendre la voix d'une femme libre. Libres tous ensemble, si nombreux nous le sommes, libres de nous engager, libres de proposer, libres d'agir, parce que nous voulons relever la République, nous voulons relever la France. Vive la République, vive la France! Le jour de gloire est arrivé.
Merci les jeunes.